Bonsoir. Christo, c'est à toi la parole peut-être pour l'association Horizon Grec. Écoutez, vraiment un grand merci d'être présent, vous tous ici aujourd'hui. Merci à Nikos Ligeros d'accepter cette invitation de Panagiotis pour l'association Horizon Grec. C'est vrai, cette année, en Grèce, nous fêtons des 200 ans de la lutte de l'indépendance, c'est-à-dire nous avons des siècles de Grèce moderne. Et cette Grèce n'est pas venue toute seule, certes, elle est venue avec la volonté des Grecs, avec la lutte des Grecs, mais aussi avec l'aide des amis de la Grèce, c'est ça qu'on appelle les philhellènes, philhellinas, amis des Grecs. Voilà. Je laisse la parole à Panagiotis, qui je remercie de la part de l'association pour tout ce travail qu'il a fait, et de réussir cette invitation à Nikos Ligeros, parce que Nikos Ligeros, c'est une personnalité importante pour la Grèce, parce que c'est quelqu'un qui il est souvent dans les médias grecs, son avis compte beaucoup, et c'est un bonheur de l'avoir avec nous aujourd'hui à l'association Horizon Grec. Panagiotis, à toi. Merci beaucoup, Christos. Je suis Panagiotis Kotsonis, je suis à Toulouse et je suis membre du bureau de l'association Horizon Grec. Et permettez-moi un petit mot personnel. Très chers amis, amis très grecs, amis très français et amis très franco-grecs. Il y a 200 ans, il y avait eux. Si vous faites un tour dans Wikipédia, à la page consacrée au philhellénisme, vous trouverez la liste des personnalités françaises engagées pour la cause des Grecs contre l'Empire ottoman. Delacroix, Chateaubriand, Hugo, Bonnefond, etc. 200 ans après, il y a nous. Cette conférence enregistrée, Nikos Ligeros. L'enregistrement a vocation à voyager dans l'histoire. On dit apophanatizo en grec. Donc j'en profite pour passer un petit message à mes arrière-petits-enfants. 300 ans après. Vous êtes en train de m'écouter dans un futur déjà présent. Mes chers arrière-petits-enfants, je m'adresse à vous en français, mais vous avez des racines grecques. Regardez ce que la Grèce est devenue au XXIe siècle. Écoutez cet enregistrement et renseignez-vous sur l'engagement et la contribution de Nikos Ligeros pendant toute la première moitié du XXIe siècle. Restez engagés dans tout ce que vous faites et soyez philhellènes. Monsieur Ligeros, cher Vaskale, je me tais. La parole est à vous. Mais de toute façon, c'était un plaisir. D'abord, c'est un honneur de participer à cette réunion. C'est bien d'avoir des horizons grecs, même à Toulouse. Le fait que vous ayez créé cette association, qu'elle soit vivante, dans ces conditions un peu plus difficiles aussi. Le fait qu'on soit là tous ensemble, dans différentes parties du monde, pour finalement parler de quelque chose qui nous est proche. Tant il y a 2 siècles, et peut-être même, comme le dit Panagiotis, dans un siècle, l'idée, c'est qu'en fait, on a bien un processus diachronique qui nous interpelle, qui nous fait réfléchir. Alors, je vais utiliser le tableau. Je pense que je vais avoir l'utilisation, le droit. Voilà, ça doit être tout bien réglé, parce qu'évidemment, avec Panagiotis, tout est réglé de toute manière. Je pense que ceux qui le connaissent comprennent très bien l'allusion. Et donc, pour nous, c'était un plaisir de nous connaître via cette conférence. Alors, je vais rentrer dans les détails, une fois que j'aurai pris mes stylos. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à intervenir. Je sais que Panagiotis est assez formel, mais je peux supporter des interventions parce que Panagiotis, il faut que tu saches que, comme je connais bien les Grecs, certains ne peuvent pas se retenir, et même s'ils parlent en français, ils pourront quand même intervenir en plein milieu. Et puis, de toute façon, comme l'a dit aussi le président, si jamais on a la victoire de quelqu'un qu'on connaît, moi, de toute façon, ça me fera plaisir d'être interrompu, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Alors, donc,
Le philhellénisme, je vais utiliser le phi et je vais utiliser l'hellénisme avec un E. Alors d'abord pour faire plaisir aussi aux Français, parce qu'il faut se rendre compte que des fois, même la création d'un mot est un peu surprenante. Par exemple, si le philhellénisme et l'hellénisme étaient inscrits dans le lexique français avant la Pléiade, eh bien, il n'aurait pas une transcription avec le PH. C'est assez intéressant de le voir parce que, par exemple, on le voit en italien. Donc, le fait qu'on utilise une syntaxe si étrange pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu, et c'est assez surprenant. Vous voyez, parce que ça, là, on pourrait faire comme ça et s'interroger, en fait, à quel moment apparaissent ces symboles-là. Eh bien, justement, c'est la Pléiade. Alors, pourquoi c'est la Pléiade? C'est intéressant de le voir aussi, ça, parce que la Pléiade a décidé quelque chose qui certainement fait plaisir à Panayote et pas seulement, a décidé en fait d'écrire l'orthographe française quand elle était d'origine grecque d'une manière codée pour que quelqu'un puisse le retrouver. Donc en fait, tous les mots qu'on retrouve en français avec le PH, le TH, etc., ça va être en fait des mots dont les créateurs de la Pléiade ont voulu avoir un code de la mémoire, et un peu comme le message qui a été transmis par Panayotis pour le siècle suivant, ils ont voulu en fait changer l'orthographe française, réintroduire la trace grecque dans l'orthographe française, et je pense que ça, c'était aussi une bonne plateforme pour installer un philhellénisme plus actif. Alors, dans le philhellénisme, on peut avoir le philhellénisme passif et le philhellénisme actif. Les exemples mentionnés par Panayotis, c'était plutôt des exemples de philhellénisme actif, on pourrait dire. Alors, passif, en fait, c'est assez simple. On peut très bien voir le problème de la culture. Alors, ça va être important parce que le philhellénisme, de façon codée, il intervient essentiellement il y a 200 ans. En réalité, il traverse les âges. Mais quand on parle, par exemple, de la culture grecque, alors c'est assez intéressant aussi parce que vous voyez, on parle de philhellénisme, mais on parle de culture grecque. On pourrait dire la culture hellénique. Mais en fait, les Français sont associés à l'hellénisme via les Grecs. Donc en fait, ils connaissent d'abord les Grecs et ensuite ils vont comprendre qu'en fait, il y a aussi les Ioniens, etc. Alors par exemple, en Anatolie, ils connaissent d'abord les Ioniens. Donc c'est pour ça que le pays s'appelle Yunnan. Il y en a d'autres qui nous connaissent en fait comme des Romains. Et il y en a d'autres qui nous connaissent comme les Grecs. Alors pour ça, pour dire quoi? C'est qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'on a déjà un contact avec l'Antiquité. Alors j'imagine que Panayotis veut que j'insiste surtout sur le philhellénisme français, mais en fait, on sera obligé de parler de philhellénisme européen. Je ne pense pas que ça l'ennuie, et même peut-être même américain, on verra par la suite. En tout cas, l'Antiquité a un impact qui est très important. Et il faut bien se rendre compte que dans le philhellénisme passif, il s'agit avant tout d'un amour de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en fait, on va se rendre compte que tout l'apport qui a été fait donc, dans l'hellénisme, en fait, l'hellénisme a donné l'humanisme, qui est quelque chose de fondamental pour l'ensemble de l'Europe. Et l'humanisme a engendré en fait ce qu'on pourrait appeler l'humanisme actif, qui a été appelé en France le siècle des Lumières. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est un processus interactif. C'est-à-dire que ça ne va pas seulement dans un sens. On a l'impression, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, le processus dans le cadre du siècle des Lumières va de nouveau influencer la Grèce. En fait, des fois même, ça va être une déception. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une tendance à idéaliser la Grèce
à travers l'hellénisme et à travers l'Antiquité. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'impact de la réalité. Alors, l'impact de la réalité, il provient aussi du fait que la Grèce, elle est sous joug ottoman. Donc ça, c'est un premier point de vue. Ensuite, il faut voir que dans le cadre de la géopolitique, un positionnement positif provient d'intérêts communs. Alors, c'est assez surprenant parce que, en fait, comme ça a été analysé au début, on dit le philhellénisme, on parle d'amour de la Grèce, et en réalité, l'amour de la Grèce doit être soutenu par des intérêts communs. L'amour sans soutien, eh bien, il est aliéné par des composantes extérieures. Alors, les intérêts communs, d'abord, il y a la mer Méditerranée. Alors, ça peut paraître peu intéressant comme point de départ, mais c'est quand même quelque chose qui est fondamental. La France a un accès à la Méditerranée, la Grèce est un pays de la Méditerranée, presque exclusivement. Et donc, en fait, ce point de contact est fondamental. Ensuite, il y a l'aspect maritime. Alors, contrairement aux apparences, la France, par exemple, elle est beaucoup plus continentale. L'aspect maritime, il est plus axé, par exemple, pour l'Angleterre. C'est assez surprenant, mais il faut bien avoir en tête que les Francs, et je parle de l'époque franque, globalement, même avec les Allemands, c'est plutôt des gens du continent. Alors donc, c'est du continent, et là, on va se retrouver avec des gens de la mer. Et par exemple, l'activité des îles. Alors, dans le cadre donc de sa culture, en Grèce, il ne faut pas oublier qu'on commence à avoir un point de départ avec les Cyclades. Donc, on a le premier point de contact qui est modificateur sur le plan de l'humanité par les Cyclades. On va en voir ensuite la civilisation minoenne, donc pour la Crète, la civilisation mycénienne. On va utiliser beaucoup le Péloponnèse. Ensuite, on va avoir ce qu'on pourrait enfin appeler l'Antiquité. Alors au départ, ces points sont quand même relativement obscurs parce qu'on ne les connaît pas bien. Quand on parle de l'Antiquité, on avait ce point qui va venir par la suite. Donc je parle de l'époque géométrique, archaïque, classique, et finalement, globalement, jusqu'à l'époque hellénistique. On va avoir ensuite le monde byzantin, avec des frictions, et ensuite on va arriver, en fin de compte, à ce qu'on disait au joug ottoman. Alors, ça c'est un point de vue. Il y aura plusieurs points de vue qui vont s'enchaîner, des fois même s'empêtrer, on essaiera de les dépêtrer. L'autre point de vue, c'est l'aspect démocratie. Alors l'aspect démocratie est intéressant. Pourquoi? Parce que justement, la France n'est pas caractérisée par la démocratie, elle est caractérisée par la République. Donc en fait, elle est caractérisée par un droit romain. Donc res public, la chose commune. Alors c'est assez intéressant parce que quand on fait de la traduction, souvent on traduit république par démocratie et démocratie par république. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que ça, c'est la chose commune. Et là, en fait, on ne dit pas que c'est la chose commune. En fait, là, c'est le pouvoir du peuple. D'ailleurs, comme on est dans une période vraiment post-communiste, c'est assez intéressant de se rendre compte que des fois, certains régimes utilisaient démocratie, d'autres régimes ont utilisé république. Mais pas vraiment de la même façon. Alors donc, il y a un aspect aussi libéral. Donc, je sais bien que maintenant, libéral, ça veut dire beaucoup de choses, mais là, quand même, au départ, c'est celui qui aime la liberté. Donc, je mettrais plutôt liberté. Je dirais libéral, mais je penserais en fait à la liberté. L'amour de la liberté est quelque chose qui va être un point commun très important, aussi bien pour les Français que pour les Grecs. Mais il ne faut pas oublier aussi dans ce cadre-là, c'est un peu plus surprenant, les Américains.
Alors pourquoi? Parce que ce n'est pas par hasard que je les dispose de cette façon. Nous, on parle de 1821, mais il faut bien se rendre compte que ça a un rapport avec 1789 et on a évidemment 1776. Alors pour ceux d'entre vous qui pensent que ce sont des dates totalement indépendantes, il faut bien se rendre compte que 1821 dépend des deux précédentes. Celle de 89, contrairement à ce que pensent les Français, dépend aussi de 76. Par exemple, un élément moteur qui peut démontrer ce qu'on est en train de dire, eh bien, c'est simplement Lafayette. Lafayette est un Français qui est intervenu aux États-Unis et ensuite, il a voulu faire intervenir les États-Unis pour la Grèce et pour la libération de la Grèce. Et c'est pour ça qu'on va avoir des comités aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors donc, ces dates, en fait, leur point commun, c'est la liberté. Alors, il y a un autre point commun aussi, c'est le christianisme. Alors ça, c'est intéressant de le mettre en place parce qu'on peut se dire qu'avant, bien sûr, on a une forme de paganisme à l'époque hellénique. Ensuite, on va avoir l'hellénisme qui va être, l'humanisme va être engendré par l'hellénisme et on va avoir les répercussions des autres. Et puis ensuite, on a le joug ottoman où là, en fait, on va avoir une composante musulmane avec laquelle on n'a pas forcément toujours une opposition. Hein. Il faut bien se rendre compte, par exemple, de ce qui s'est passé avec François Ier. Mais il y a toujours une opposition qui peut être réelle ou une opposition diplomatique ou finalement un rapport de force. Alors, l'aspect chrétien va être aussi un point commun, en même temps un point schismatique, en même temps commun. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, la plupart des gens, au moment de la révolution de 1821, considèrent que c'est un élan de la liberté, du christianisme et en même temps de la démocratie qui a lieu dans le cadre d'un effort, d'un retour à l'hellénisme. Alors, le premier retour à l'hellénisme, je ne l'ai pas écrit, je voulais vous le placer de façon discrète, eh bien, c'est la Renaissance. Parce qu'en fait, la Renaissance, eh bien, ça a été un élément moteur pour faire cette liaison. Alors, dans la Renaissance, on a un retour à l'époque classique, on a un retour à des valeurs, donc qui vont au-delà du Moyen-Âge. Et via la Renaissance, que des fois on considère comme un retour via les pays arabes, en réalité, il y a quand même l'apport de Byzance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la chute de Byzance en 1453, on va avoir énormément d'érudits grecs qui vont être dispatchés dans l'ensemble de l'Europe, alors avec des points phares, hein, par exemple comme Trieste, comme Venise, mais aussi au fur et à mesure, plus tard, des points très importants sur Paris, sur Vienne, et ça va être en fait un élément qui va constituer un substrat. Alors ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait des gens, comme par exemple les Français, eh bien, vont pouvoir s'identifier à certaines choses. Par exemple, dans l'aspect révolutionnaire, on va avoir le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien qu'on trouve très naturel de le voir sur toutes les Mariannes, eh bien, son nom l'indique, hein, il est phrygien. Donc, à partir du moment où il est phrygien, on comprend bien qu'il y a quelque chose de différent. Cet élément qui est un substrat commun va engendrer aussi des données géostratégiques, des données topostratégiques et des données chronostratégiques. Donc, en fait, on va passer d'un point de contact à une relation et finalement à un lien. Alors, en gros, les points de contact vont être des choses qui vont jouer sur de la géostratégie. La relation, il va y avoir de la topostratégie.
Et le lien, comme il sera temporel, il y aura de la chronostratégie. La première chose qu'on peut dire, et ça peut peut-être surprendre Panayotis, si la Grèce et la France sont si amies entre elles, c'est qu'elles n'ont pas de frontières communes. Donc là, c'est la différence, c'est comment être en relation quand on n'a pas de frontières. Bien, au départ, on pourrait se rendre compte que, ou pour autant penser en tout cas, que ça pourrait être un problème de ne pas avoir de frontières, parce que des fois, quand on veut avoir des alliés, on aime bien les avoir à côté. En fait, quand on a des gens à la frontière, eh bien, on a souvent des frictions. Et donc, en fait, ça va être la négation des frictions. L'avantage de ne pas être à la frontière, par exemple, maintenant, si on prend la France et on regarde les pays qui sont autour de la France, avec quel pays la France n'est pas entrée en guerre? Avec l'Espagne? Avec l'Italie? Avec l'Allemagne? Luxembourg. Bon, on pourrait dire le Luxembourg, hein, je sens que Panayot se retient, voilà. Alors, là, même avec la Belgique, c'est un problème pour d'autres raisons. Et évidemment, avec l'Angleterre, n'en parlons pas, on a carrément la guerre de 100 ans, et pas seulement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons maintenant l'exemple de la Grèce. Ben, si on regarde tous les pays qui sont autour de la Grèce, ça sera très difficile de trouver un pays avec lequel on n'est pas entré en guerre. En fait, c'est un processus général. On est souvent en guerre avec les gens qui sont à côté de nous, et de temps en temps, par erreur, on est en paix. Alors le problème, c'est de faire durer cette erreur. Parce qu'en fait, sur le plan polémologique, eh bien, l'humanité, elle est plutôt dans un cadre de guerre plutôt que dans un cadre de paix. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'histoire de l'humanité, on essaie de trouver des dates où on a une paix durable, eh bien, on va se rendre compte qu'en général, c'est une paix durable qui a été imposée par une guerre. Il ne faut pas oublier notre cher Clémenceau qui disait qu'on signe des traités de paix non pour terminer les guerres, mais pour commencer les suivantes. Alors, quand c'est dit par Clémenceau, on peut imaginer ce que ça veut dire. Donc, la France, par exemple, et la Grèce, comme elles ne sont pas à côté, il a fallu qu'elles soient en relation. Alors là, c'est quand même quelque chose qui est très beau, parce que ça veut dire, en fait, on n'a pas une dépendance géographique, mais on a une dépendance historique. En fait, la France et la Grèce sont voisines, mais du point de vue de l'histoire, pas du point de vue de la géographie. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous permet de parler d'autres relations. Et on pourrait le dire de façon très claire par rapport à la Grèce. La Grèce est plus en relation avec la France, en relation temporelle, qu'avec les pays qui sont autour d'elle, qui est un paradoxe. Par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure des États-Unis, eh bien, les États-Unis sont très en relation avec l'Europe sans être dans l'Europe. Et en fait, ils sont plus en relation avec l'Europe que ne l'est la Russie, qui est quand même une grande partie en Europe. Je ne parle même pas de la Chine, pour ne pas parler de choses qui sont vraiment de la géopolitique plus récente. Alors, la différence, disons, c'est que si on a une relation historique, eh bien, une relation historique va engendrer plus facilement un lien historique. Alors, c'est assez surprenant parce que si on réfléchit au niveau de la Révolution, eh bien, la Révolution de 1821, évidemment, elle existe déjà à partir de 1814. Avec la société amicale, hein, Filiki et Tellier. Et en fait, il faut se rendre compte qu'avant, on a ce qu'on appelle l'hôtel de Paris, Toxénodokyr, qui va permettre en fait d'engendrer les premiers points de contact qui vont réaliser finalement le point d'émergence. Alors, il y a une différence entre les philhellènes et là, la question qu'on pourrait se poser, je suis certain que Panayot se la pose, est-ce qu'on peut considérer que la France est philhellène? Eh bien oui, mais la France ne veut pas dire philhellène. C'est ça qui est important.
C'est-à-dire, en fait, la France est devenue philhellène et elle a été activée, et cette activation dépend évidemment de Grecs de la diaspora, mais aussi de Français qui n'ont aucun rapport avec la Grèce. Et simplement, ils ont retrouvé cette relation historique. Et au moment où on a le soulèvement de la Grèce, donc il y a 200 ans, donc il y a 2 siècles, eh bien, beaucoup de Français considèrent que c'est quelque chose qui doit être fait. Alors, c'est assez surprenant. Pourquoi c'est assez surprenant? Et j'insiste là-dessus, parce que sinon, on considère que c'est évident. Non, ce n'est pas évident, parce qu'il ne faut pas oublier la Sainte Alliance. Il ne faut pas oublier que l'aptitude de l'époque, c'est de parler de l'intégrité territoriale, et pas seulement de l'époque, encore maintenant, on en parle. Et l'idée, c'était de dire la stabilité. Alors, les plus fervents de la stabilité étaient les Austro-Hongrois. Alors, les Austro-Hongrois considéraient, justement, on parle essentiellement du traité de Vienne, considéraient que ce n'était pas bien de remettre en cause les empires. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans la notion d'empire, on peut très bien avoir à l'époque l'empire russe, on peut aussi avoir l'empire anglais. À un moment, d'ailleurs, on avait eu pour peu de temps l'empire français. Je parle de l'époque napoléonienne. Et finalement, on est repassé en système de royauté et ensuite de république. Bon. Dans ce cadre-là, l'insurrection de 1821, normalement, elle n'aurait pas dû être soutenue. Ça, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le soutien, finalement, était même lui-même révolutionnaire. Alors, pourquoi il était révolutionnaire? Parce que les systèmes étatiques de l'époque considèrent qu'il faut être stable avec une intégrité territoriale et remettre en cause, finalement, via le droit des peuples, l'intégrité territoriale, pouvait être dangereux parce que si un empire, par exemple, empire austro-hongrois, acceptait qu'un autre empire soit remis en cause, il pouvait très bien se dire, est-ce qu'on ne va pas faire la même chose avec moi après? Alors là, justement, souvent on utilise par exemple l'exception culturelle pour la France, eh bien là, il y a eu une exception. Ça, c'est quand même formidable, je pense qu'il faut le noter. Ce n'était pas quelque chose de naturel, il y a eu une exception pour la Grèce. Alors, cette exception, elle est assez subtile parce que c'est une combinaison stratégique d'intérêts. Alors, le premier, en fait, c'est de dire il y avait quand même le droit à la culture. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de devoir, ça a été très bien dit plusieurs fois dans les siècles précédents, un devoir par rapport à la Grèce, disons qu'on lui doit quelque chose. Bon. Ce devoir-là, c'est de dire, à partir du moment où la Grèce nous a donné quelque chose, ça serait quand même bien de l'aider. Bon. Ce n'est pas global, mais ça existe. Ensuite, il y avait le substrat, comme on l'a dit. Le substrat historique, c'est de dire, est-ce que l'Europe serait l'Europe sans la Grèce? Vous vous rappelez, il y avait une formule magnifique de Valéry Giscard d'Estaing. À un moment, il a été un peu serré par les autres. On lui a dit, mais enfin, pour 1981, pourquoi pensez-vous que la Grèce doit être dans l'Union européenne? Et il a répondu, parce que la Grèce, c'est la Grèce. Alors évidemment, avec une réponse comme ça, on peut se dire qu'en fait, il voulait dire par là que c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas imaginer l'Union européenne sans la Grèce. Alors ça, c'est intéressant, parce que des fois, en Grèce, on se demande si on le pense. Hein, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait peut-être ne pas y être. Et c'est assez intéressant parce que ce substrat historique, eh bien, c'est une caractéristique de l'Europe. Alors, ça a l'air d'être rien, mais l'Europe elle-même a une appellation grecque. Pire, l'Union européenne a une appellation grecque. Pire, la monnaie européenne a une appellation grecque.
Parce que vous savez qu'à un moment, on a failli ne pas avoir une monnaie de ce genre. On était arrivé sur des choses qui ressemblaient plus à du marque qu'à autre chose. Donc, en fait, le fait qu'on soit passé à l'euro, c'était quelque chose de fondamental. Ça, c'est beaucoup plus récent, mais je reviens donc en arrière. Pour vous dire qu'en fait, le substrat européen, l'Europe, c'est considéré comme un mélange, on pourrait dire un mix stratégique de quoi? Eh bien, latin et grec. Alors, c'est assez intéressant d'imaginer ça parce que, par exemple, si vous allez un peu plus au nord de l'Europe, il y en a qui ne pensent pas que c'est évident, ça. Nous, on pense que c'est évident parce qu'en fait, on est du côté de la Méditerranée. Alors, pour les Français, c'est évident. Ils considèrent qu'en fait, c'est normal de dire qu'on dépend des latins et des grecs. Pour un Scandinave, c'est quand même vraiment plus spécial. J'essaie d'imaginer, par exemple, un Islandais. Et on lui dit que l'Europe, à laquelle il appartient, c'est tout à fait naturel de considérer que c'est latin et grec. Oui, il faut quand même y réfléchir à deux fois. Alors ensuite, c'est pareil, on a l'aspect judéo-chrétien. Eh bien là, c'est pareil, on pourrait se dire, est-ce que tout le monde pense la même chose? Eh bien, en moyenne, on pense la même chose. Alors, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est juste le drapeau de l'Union européenne. Il a 12 étoiles depuis le début. Et il y a plusieurs personnes qui pensent qu'en fait, le nombre d'étoiles, c'est le nombre d'États. C'est assez intéressant parce qu'on peut le prouver mathématiquement. Alors, essayez de voir, par exemple, vous voyez 3, 6, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28, 27. Vous voyez, on ne peut pas dire que le 12 est quand même très pertinent. En réalité, en fait, c'est simplement une association qui est due au fait que l'inventeur, qui est un Français, du drapeau européen, se rappelant qu'à la cathédrale de Strasbourg, il y a une représentation de la Vierge sous fond bleu, et au lieu d'avoir en fait une auréole, elle a 12 étoiles. D'ailleurs, au départ, il voulait mettre une croix rouge sur un fond blanc au centre des 12 étoiles, et finalement, on a considéré que ça suffisait. Donc ça, c'est cet aspect-là qui va être important par rapport à la Sainte Alliance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la Sainte Alliance, elle est chrétienne. Et dans les empires que j'ai décrits, ils sont aussi chrétiens. Et donc, il y a une différence, c'est que quand on parle de l'Empire ottoman, bon, ils ont bien conscience que c'est un empire, ils ont bien conscience qu'il a une puissance, mais quand même, ça reste un empire musulman. Et donc ça va permettre l'activation de l'exception. Alors on pourrait se dire, bon, d'accord, c'est un substrat historique, c'est un substrat judéo-chrétien, c'est un substrat latino-grec, est-ce que ça suffit? Non. S'il n'y avait que ça, il faut le savoir. Alors je sais bien que peut-être Panayot, ça va lui faire de la peine. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le problème des accès. Alors les accès stratégiques. Eh bien, les accès stratégiques, c'est l'accès à la Méditerranée. Donc, la possibilité des accès, je vais les définir peut-être dans la page suivante. Alors, on va les appeler accès stratégiques. Là, il y a quelque chose qui est formidable qui va se faire, et c'est dans le cadre philélénisme. Il faut bien le comprendre. Le philélénisme n'est pas simplement une entité culturelle, c'est une entité stratégique en même temps que culturelle. Donc, il y a un principe de civilisation, mais en même temps, civilisation stratégique. Vous allez me dire, mais comment on peut combiner? Alors, s'il y en a parmi vous qui sont plus de la civilisation, qui sont plus pour la culture, les arts, etc., c'est très très bien, puisqu'on en a besoin. Il faut bien se rendre compte qu'une civilisation sans stratégie, ça s'appelle une civilisation morte. Parce que, tout simplement, parce qu'autour de nous, on n'a pas forcément des gens qui aiment la culture de la même façon. Donc, ils veulent imposer autre chose. Donc, en fait, on va avoir l'aspect, on va dire, créatif, qui est la civilisation, et on va avoir l'aspect défensif, qui est la stratégie. Donc, c'est pareil.
quelqu'un, par exemple, il faut que je fasse une note d'humour parce que je vois Panayotte, elle est très serrée. Ouais. Alors, imaginez, par exemple, vous êtes en haut d'un immeuble, vous sautez, hein, et vous dites, moi, je suis un humain, il n'y a pas de problème, je resterai humain. C'est sûr que vous resterez humain à la fin, mais il y a quand même la gravité. Donc, vous serez un humain mort. Donc, une civilisation sans protection, ça reste une civilisation, mais elle devient morte. Alors, en fait, ce n'est pas la peine non plus de se suicider. Donc, c'est bien d'avoir un processus stratégique. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est que dans le cadre de la Sainte Alliance, chacun observe ce qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, les Austro-Hongrois, ils ne sont pas très contents de ce qui se passe. Ils connaissent quand même très bien ce que c'est l'Empire ottoman. Et parce qu'on a pu le voir même en 1683. Par exemple, pour comprendre le problème des accès stratégiques, l'objectif de l'Empire ottoman, ce n'était évidemment pas la conquête de la Grèce, comme le pensent certains, et encore plus certains en Grèce, ni même la conquête en fait des Balkans. Pas du tout. C'était la conquête de l'Europe centrale, avec un objectif sur Vienne. Donc ce n'est pas pour rien que Vienne va subir un siège de la part des Ottomans par 2 fois. Ce n'est pas pour rien qu'elle va résister et qu'elle va vaincre, alors qu'en fait, par exemple, sa partie hongroise a dû supporter l'occupation. Donc en fait, les Austro-Hongrois, qui détiennent quand même le record mondial de guerre contre la Turquie, c'est à savoir ça. Par exemple, les Grecs pensent qu'en fait, il faut convaincre les Autrichiens que la Turquie est problématique. C'est une erreur. Les Autrichiens le savent déjà. En fait, c'est les Autrichiens qui doivent dire aux Grecs combien de batailles ils ont fait avec la Turquie pour que les Grecs soient au courant. Parce qu'en général, on n'est pas très au courant. C'est pareil pour les Français. Les Français, ils se disent, bon, bah, c'est nous qui avons lutté contre les Turcs. Oui, enfin, pas très souvent quand même. Hein. Donc, par rapport aux Austro-Hongrois, qui détiennent le record, ensuite, on pourrait dire que c'est les Russes. Et c'est normal parce que c'est des points de contact. Nous, maintenant, quand on voit l'Autriche et la Hongrie, on ne peut pas imaginer qu'elle avait un point de contact avec l'Empire ottoman. Et c'est parce qu'on ne réfléchit pas en termes d'empire. En termes d'empire, l'Empire austro-hongrois, bien sûr qu'il était en contact. On a même eu de l'invasion. Donc, en fait, cet aspect-là est important. Ils n'ont pas envie, pour des Autrichiens et des Hongrois, les Balkans, c'est une buffer zone. Donc, c'est une zone dont il vaut mieux s'assurer que ce n'est pas une zone d'invasion. Donc, autant la soutenir. Ensuite, si vous prenez les Balkans vraiment, alors vous savez qu'en fait, les Balkans, c'est une terminologie turque. Balkan en turc, ça veut dire collant, pégueux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pu les envahir facilement. Donc, je pense quand même que c'est bien, même du point de vue géopolitique, on change maintenant les appellations et on parle souvent du sud-est de l'Europe. Même des revues de géopolitique ont changé de nom en se rendant compte qu'en fait, il fallait faire attention sur ces appellations. Ensuite, prenons la Russie. Bien, la Russie, en fait, c'est assez simple. D'abord, elle est orthodoxe, donc elle considère que, en gros, les Grecs, c'est comme elle. Bon, il faut être honnête, hein, la Russie, en fait, est orthodoxe quand ça l'arrange. Hein. Si ça ne l'arrange pas, elle dit « parle pas russe ». Donc, si ça l'arrange, ils sont orthodoxes. Si ça ne l'arrange pas, ils ne parlent pas russe. C'est des techniques habituelles. Alors, la Russie, en fait, elle veut avoir aussi un accès au contrôle de la Méditerranée. Bon. La Russie est rentrée en guerre avec l'Empire ottoman. Et même avec un certain nombre de victoires. Ça va imposer au Royaume-Uni une autre vision, c'est de se dire, si on est complètement contre la révolution grecque, on va finir par la donner à la Russie. Donc finalement, ça serait bien qu'on soit pour. Bon, alors on est pour finalement. Et les Français, bon, n'oubliez pas qu'ils sortent d'une grande perte, hein, 1815, hein, et 1821, c'est quand même la mort de Napoléon. Alors vous imaginez que ce n'est pas du tout la France qu'on peut imaginer à l'époque napoléonienne. Ça va être en fait avec Charles, etc. Donc elle a un autre point de vue. Alors la France se retrouve dans ce cadre civilisation-stratégie, mais en plus, la France, elle est d'un seul coup
finalement la plus révolutionnaire. Et comme la France a soutenu aussi les États-Unis, dans ce cadre-là, pareil, à l'encontre du Royaume-Uni. Je vais vous donner un exemple pour vous rendre compte de ce qui est étrange. Par exemple, la Russie a donné aux États-Unis l'Alaska. Pourquoi? Pour ne pas avoir de frontières communes avec le Royaume-Uni. Ce qui est extraordinaire quand même. Parce que le Canada, c'est le Royaume-Uni à l'époque. Donc en fait, ils vont préférer le donner aux Américains. Et en fait, c'est une grave erreur parce qu'après, ils ne pourront plus le récupérer. Ils vont donner l'Alaska aux Américains en pensant en fait que les Américains, avec les Français, les Espagnols, ils ne vont pas complètement s'en sortir. Ils seront en fait une zone de contact et un point d'arrêt pour le point de contact avec le Royaume-Uni. Ce qui est incroyable, c'est que la Russie pensait que le Royaume-Uni pourrait l'attaquer par l'Asie. Donc nous, maintenant, ça nous paraît très loin, on a du mal à imaginer, mais c'était le cas. Donc la France, en fait, qui est dans le cadre le plus révolutionnaire, et la liberté, eh bien, considère qu'il faut à tout prix aider les Grecs qui se libèrent. C'est exactement le principe de 1789, mais c'est quand même surprenant parce qu'en fait, on va arriver à un moment où on va avoir aussi le roi, avec un retour. Eh bien, dans le cadre du roi, ce qui va être important, eh bien, c'est le christianisme. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est le mélange des deux. Là aussi, on a un mix stratégique. En France, on aime la Grèce pour son amour pour la liberté et finalement parce que c'est des chrétiens. Et ça va être interprété, alors là, c'est encore plus surprenant, finalement, quand une croisade contre les Ottomans. Alors, c'est assez intéressant parce que si on voit le terme croisade dans l'espace grec, il faut quand même le réinterpréter. Dans l'espace français ou dans l'espace, par exemple, anglais, on sait très bien ce que ça veut dire une croisade. En fait, là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas revenir aux sources? Alors, par exemple, des sources très importantes, bien, on a évidemment 1522, on a évidemment 1565, on a évidemment 1571. Bon, je ne redéfinis pas, je pense que c'est des dates qui sont connues de tous. Et en fait, dans cet aspect-là, petit à petit, on va arriver à des dates qui sont encore plus importantes, 1669. Et quand on va continuer comme ça, on va se rendre compte eh bien, que les interventions françaises ont eu lieu à différents niveaux pour soutenir, parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, les hospitaliers, eh bien, il y en avait de langue française. Et même, ce n'était pas seulement la langue française, il y avait aussi la Provence. Hein. Et donc, en fait, il faut l'utiliser, on va le voir avec le dauphinois aussi, il faut l'utiliser pour voir en fait qu'il y a un cheminement qui va finalement aboutir à 1821. Alors, 1821, il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est l'aspect des intellectuels. Alors, Panayot, ça a mentionné Victor Hugo, Delacroix. Ça me fait plaisir aussi que tu aies parlé de Belfond parce qu'il est connu à Lyon au niveau du musée des Beaux-Arts. Voilà. Oui. Et on peut admirer d'ailleurs des choses qu'il a faites lui-même. Mais il y avait aussi même Hector Berlioz, puisqu'il a écrit l'Héroïque. Et en fait, c'est une référence directe à ce qui se passe. Les intellectuels, en fait, eux, c'est un mélange de la civilisation, de l'amour de la liberté, mais ils ne sont pas insensibles à un aspect stratégique parce qu'ils se rendent compte finalement que la Grèce, c'est le premier point de contact de l'Europe. Donc en fait, si vous voulez, d'un côté, il y a la Turquie, de l'autre côté, il y a la Grèce. Donc on pourrait se dire, voilà, il y a juste ça. En fait, non, parce qu'ils voient que c'est comme ça. Alors ils se disent, si nous, on ne défend pas ce point, qui va le faire? Et finalement, si ce point est perdu, eh bien, on va avoir comme premier contact l'Italie. Alors l'Italie n'a pas la capacité à l'époque de pouvoir intervenir, mais là, elle va intervenir
du point de vue de l'Europe, c'est qu'en fait, tous vont considérer que, et c'est ça qui est assez intéressant, et c'est la problématique aussi turque, ils vont soit laisser faire, soit se laisser faire, soit agir suivant leur intérêt. Donc finalement, on peut dire que tout le monde en Europe, de façon passive ou active, considère que c'est bien qu'il y ait lieu l'insurrection. Alors là, c'est bien qu'il y ait lieu l'insurrection de 1821, mais ça, par exemple, c'est simplement des intentions. Le fédéralisme, le réel, le pragmatique, la réelle politique, va apparaître seulement après 1826, et ça va être grâce au sacrifice de Messolonghi. En gros, les grandes puissances n'étaient pas très sûres que la Grèce voulait vraiment faire une révolution. Elles avaient plutôt tendance à penser qu'elle faisait une insurrection. Alors, si c'était juste une insurrection, ils se sont dit « Ouh là là, est-ce qu'on ne va pas avoir des ennuis par la suite ?» Dès qu'ils ont compris que c'est vraiment, parce qu'il y a eu des victoires grecques, hein, dès qu'ils aient compris qu'il y a vraiment une volonté de révolution, très différent. Hein, c'est très facile d'être de l'insurrection, c'est très difficile de faire une révolution, et évidemment, une révolution qui réussit. Eh bien là, ils vont intervenir, et cette intervention est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1827 et 1830, on va avoir des dates fondamentales. L'intervention est massive. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Sainte Alliance se rend compte que les Grecs ne pourront pas s'en sortir tout seuls. Ils vont être condamnés rapidement. La Turquie va faire revenir tout l'Empire ottoman pour les écraser, même l'Égypte, et ils se rendent compte qu'en fait, sans une intervention, on ne pourra pas le faire. Alors là, c'est assez intéressant. Pourquoi? On va avoir une intervention multiple. Je ne rentre pas dans les détails parce que sinon, en fait, j'aurais peur que Panayots me dise qu'on va passer en mode ennuyeux. Mais l'idée, c'est de dire que de façon simultanée, la Russie va déclarer la guerre à la Turquie. On va avoir l'expédition de Morée, où la France va pouvoir intervenir dans le Péloponnèse pour sauver le Péloponnèse. Et c'est ça qui est formidable, c'est que cette expédition va aboutir finalement aussi à un aspect culturel. Pourquoi? Parce que ça va être la création en fait de tous les systèmes de structures archéologiques. Tout ce qui va être fait avec les scientifiques qui vont être là-bas, ça va être l'équivalent de ce qu'avait fait par exemple Napoléon avec la campagne d'Égypte. Eh bien, ces scientifiques vont transcrire, vont réécrire ce qui a été effacé par l'Empire ottoman. On va avoir la découverte de sites archéologiques que maintenant, ça nous paraît totalement trivial de faire des références à ces sites, mais on ne se rend pas compte de quand date cette époque. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'avant, si quelqu'un trouvait quelque chose qui était antique, avec le joug ottoman, c'était simple. C'était soit broyé, soit utilisé, soit vendu, mais en tout cas, ce n'était pas utilisé. Alors que par la suite, je ne sais pas si vous imaginez, par la suite, par exemple, le village de Delphes a été déplacé parce que le village de Delphes, il était sur Delphes. Nous, maintenant, quand on voit l'école française d'Athènes, on ne se rend pas compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont déplacé un village entier qui a accepté finalement d'être à côté pour pouvoir faire les fouilles. Donc en fait, le site de Delphes, c'est un site libéré de l'oubli par une double volonté. Donc d'abord une volonté active de l'école archéologique, une volonté, si vous voulez, passive des gens qui vivaient dessus en disant « bon, si c'est pour ça, nous, on veut bien aller à côté ». C'est fondamental parce que essayez d'imaginer à notre époque, si d'un seul coup vous êtes dans un village, ça se passe très bien, d'un seul coup arrivent des archéologues et vous disent « ça serait quand même bien que vous déplaciez de 20 km ». Allez, 10. Eh bien, le plus probable, c'est qu'on va avoir des formations de gilets, pas de sauvetage. Donc, en fait, là, il faudra le gérer. Pour ça, pour dire que finalement, ce philhellénisme, il va tout le temps combiner de la stratégie avec de la civilisation. Et ça va se faire même par la suite. Alors, reprenons. Maintenant, on a dépassé l'époque de la Révolution. On est arrivé à une période où on va avoir l'acceptation
de 1832 avec le traité de Constantinople. C'est assez intéressant parce que la Turquie va être imposée d'accepter ça. On va avoir l'équivalent aussi en 1882. Et ensuite, quelque chose qui est fondamental, je vois que personne ne m'a donné aucune information, donc peut-être que ce n'est pas tombé les résultats. Donc moi, je commence à parler de 1896, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques à Athènes, ce n'est pas un détail. Donc quand on parle de Pierre de Coubertin, eh bien Pierre de Coubertin va avoir la continuation de cette idée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est normal que les nouveaux Jeux Olympiques aient lieu d'abord à Athènes. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui pensent que c'était trivial, qu'en 1996, pour les 100 ans, on a voulu parler de l'Olympiade d'or. Elle a quand même abouti à Atlanta. Ce n'était pas si évident que ça. Alors, finalement, on a eu un décalage et on est revenu en 2004. Alors, pourquoi je mentionne aussi de ces dates? C'est pour dire que finalement, cet aspect du philhellénisme avec l'hellénisme, il a évolué. Les deux ont évolué. Ils sont sortis en fait du simple cadre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le philhellénisme se rend compte que l'hellénisme, c'est quelque chose qui est positif pour l'humanité. Alors pourquoi c'est positif pour l'humanité? Parce que l'hellénisme, en fait, c'est une entité qui va vers l'extérieur. Par exemple, pour vous donner une entité vraiment importante qui va vers l'intérieur, eh bien c'est l'Égypte. En Égypte, les scribes, ceux qui écrivaient, c'était en fait un monopole. En Grèce, dès qu'on apprend à écrire, c'est tout le monde doit écrire. Tout le monde doit lire, tout le monde doit diffuser, etc. C'est pareil, en fait, si vous réfléchissez bien. La géométrie, ne naît pas en Grèce. Elle naît en Égypte. Tout simplement, on redéfinit la Terre après les inondations du Nil. Mais les Égyptiens gardent ce savoir juste pour eux. Alors les Grecs, des fois, ils sont accusés d'être feignants. Il faut se rappeler que la fainéantise, c'est la première étape de l'intelligence. Moi, je ne connais aucune personne qui soit intelligente, qui n'ait pas de fainéantise en elle, parce que quand on n'est pas feignant, on fait sans arrêt la même chose. Quand on est feignant, on se dit, on ne va pas faire quand même 50 fois la même chose. Eh bien, ce qu'ils ont fait, en fait, les Grecs, ils ont inventé la notion de théorème. L'avantage d'un théorème, c'est au départ, c'est difficile, mais ensuite, ça s'applique à tout le monde. Donc, regardez maintenant les termes qu'on a même en français. Théorème, le lemme, le problème. Eh bien, on va se rendre compte que c'est une terminologie qui, évidemment, n'est pas égyptienne. Alors, maintenant, les terminologies, par exemple, arabes, eh bien, c'est tout ce qui est avec al. Donc, l'algèbre. Mais dans les autres cas, non, en fait, ça vient de Grèce. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce principe. Il faut vous rendre compte aussi, par exemple, que si on regarde l'Antiquité grecque et on regarde le nombre de mathématiciens qui sont nés en Grèce, il n'y en a que 2. Tous les autres sont nés à l'extérieur de la Grèce. Donc, en fait, cet effort d'extraversion, ils sont extravertis, eh bien ça va être un apport. Et c'est pour ça qu'en fait, l'hellénisme fait partie des rares ismes positifs. À d'autres époques, il y a eu d'autres ismes qui ont été très à la mode. Et puis finalement, ils ne sont plus du tout à la mode. Alors donc, en fait, cet aspect diachronique, d'ailleurs, vous voyez que même diachronique, ce n'est pas pour rien. Alors, je ne vais pas faire non plus comme le père dans certains films qui considèrent que tout ce qui a été écrit, évidemment, est d'origine grecque. Non, mais quand même, on peut certains les attester et le voir de cette façon. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est qu'on peut le voir à partir de 1952 avec Ventris, où on arrive à lire le mycénien. Et on se rend compte qu'une écriture de 1250 avant Jésus-Christ, bien finalement, c'est du grec.
Et ça a été fait grâce à un Anglais. Bon. Alors ça veut dire qu'on a une épaisseur dans le temps, épaisseur temporelle. Alors vous allez me dire, très bien tout ça, c'est très bien, mais maintenant, eh bien maintenant, en fait, cette épaisseur temporelle est stabilisée et on voit bien qu'il y a toujours ce point. Alors si on va maintenant sur l'époque contemporaine, on peut se rendre compte que même dans le cadre de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les Français et les Grecs, ils étaient du même côté. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de trouver un pays qui est toujours du même côté avec vous. Donc, pour les deux grandes guerres mondiales, ils se sont retrouvés du même côté. Et l'avantage, on le voit d'abord, donc ici on termine avec le traité de Versailles, 1919, et ici on termine évidemment avec le traité de Paris, 1947. Bah, juste un exemple, hein. Les frontières actuelles de la Grèce, elles datent de 1947. Et c'est grâce au traité de Paris. L'incorporation du Dodécanèse date de cette époque. Alors vous imaginez dans ce cadre-là, eh bien, les pays qui ont été alliés au moment où il y a eu ce type de combat au niveau mondial, eh bien, vont avoir des liens encore plus importants. Ce n'est pas simplement la France, hein. Il ne faut pas oublier que même Churchill a dit que les héros se battaient comme des Grecs. Donc, c'est des phrases qui sont restées parce qu'il y a eu une très grande résistance dans le Péloponnèse, en Crète, et on sait forcément que tout ça a retardé l'avancée des nazis dans l'Union soviétique, qui était un point fondamental. Et là, c'était encore quelque chose d'important. Là, on pourrait se dire ensuite, par rapport à ça, depuis 1947, eh bien, ce qu'on peut se dire, par exemple, l'armée de l'air, parce qu'en fait, on intervient là-dessus aussi, eh bien, l'armée de l'air, elle a des Mirage 2000 depuis quasiment le début. Donc, elle a d'un côté les Fantômes, F4 et F16, et de l'autre côté, les Mirage 2000. Et maintenant, en fait, vous savez très bien qu'on est passé aux Rafales. Attention, les premiers Rafales achetés, c'est les Rafales de l'armée française, utilisés par les Français en ce moment. Et les autres, ça va être des Rafales construits spécifiquement pour la Grèce. Si on parle maintenant, je ne parle pas beaucoup des frégates parce qu'on attendra les résultats, donc je mentionne. Maintenant, en fait, on peut parler de quoi? On peut parler de l'Union européenne. Donc, n'oubliez pas la France dedans depuis 1957, traité de Rome, la Grèce depuis 1981, renforcement. En 2001, zone euro, pareil. N'oubliez pas que quand on avait des difficultés dans le cadre économique, la France a été une des exceptions qui ont vraiment soutenu la Grèce, même à un moment où c'était insoutenable en raison des difficultés. Donc ça, c'était important et il faut le signaler. Et par ailleurs, ce qu'on peut voir aussi, c'est les accords. Par exemple, maintenant, on est passé dans le cadre de EastMed Gas Forum. Donc, c'est tous les pays qui sont en Méditerranée orientale. Et la France a fait la demande d'en faire partie, alors qu'elle n'en fait pas partie. Eh bien, elle est membre à part entière, alors que, par exemple, les États-Unis sont observateurs. Tous les autres, c'est des gens qui sont dans le coin. Et dans cette structure-là, il n'y a pas la Turquie. Nous avons aussi un accord qui concerne aussi la France avec le gazoduc EastMed, très important. Nous avons dans ce cadre-là des accords stratégiques. Et vous pouvez remarquer, par exemple, que le porte-avions Charles de Gaulle se trouve très souvent dans la zone grecque et chypriote avec des actions communes et même des exercices communs. Sans oublier, bien sûr, qu'il y a aussi l'aspect Total qui intervient dans la Z2 grecque et dans la Z2
chypriote. Donc finalement, on a un axe stratégique, au départ culturel, ensuite géostratégique, topostratégique, chronostratégique, géopolitique, géoéconomique. Eh bien, si avec tout ça, on ne parle pas de coalition, on ne peut pas dire autre chose. En réalité, donc, en fait, on a ce philhellénisme qui devient de plus en plus pratique. Ce n'est pas simplement un concept culturel, c'est une réalité vécue. Donc, on a toujours cet aspect culturel, il y a toujours une acceptation de la part de ces pays, mais en même temps, il y a des interventions parce qu'on se rend compte qu'on est dans un cadre, et c'est ça qui est intéressant, on ne parle jamais d'amitié en géopolitique, on parle simplement d'intérêts communs. Eh bien, on a des intérêts communs, et ces intérêts communs concernent aussi, comme on a dit, la stratégie, évidemment, l'énergie. Alors, quand on le voit dans cet ensemble-là, on peut réaliser finalement que cette histoire de philhellénisme qui est apparue il y a 200 ans, finalement, si quelqu'un comme Panayotis nous avait parlé d'une vidéo il y a 200 ans et nous voyait maintenant, il nous dirait quand même, vous avez bien réussi votre coup, hein, parce qu'il y a 200 ans, ce n'était pas tellement au point. Donc, ça sera encore mieux de voir dans 100 ans. Mais l'idée est la suivante, c'est que nos pays se sont rapprochés sans avoir de point de contact, parce qu'ils se sont rapprochés du point de vue historique, et on se rend compte que quand quelqu'un a un substrat historique, une accointance culturelle et une volonté de défendre des positions qui sont communes, on a une formation d'alliés, on a une alliance qui devient en fait sacrée suivant les critères, donc comme on a la Sainte Alliance, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, je voulais le dire, j'espère que je suis dans les temps, je crois que je suis dans les temps parce que je sais que Panayot va commencer à cliquer des yeux et me dire le délai est fini. Et je voulais vous dire donc par cette intervention qu'on vit 200 ans après un philhellénisme actif, et même je pourrais qualifier ça d'un philhellénisme stratégique, alors qu'au départ, on pourrait penser que c'est simplement une envie d'aimer l'autre et de le protéger. Mais il faut bien savoir, par exemple, même avec les références comme Victor Hugo, tout ce qu'il a écrit, ce qu'a fait aussi Lord Byron et les autres, même intellectuels, c'était pour inciter les gens à aider la Grèce du point de vue financier, stratégique, militaire, avec une présence même sur place, avec une présence de la France, et sans que ça soit simplement culturel. Parce que là, ils se sont rendus compte, ce que je vous disais au début, c'est qu'on peut très bien avoir une civilisation, mais une civilisation non protégée est une civilisation morte. Alors, je sais bien que des fois, même en France, on dit les langues mortes pour le latin et le grec, mais on peut se rendre compte quand même qu'il y a une continuité. On ne le dit pas de la même façon en Italie, on ne le dit pas de la même façon en Grèce, parce qu'on sait qu'il y a un aspect successeur. Mais ce qui est important, c'est que dans la culture française, comme on a démarré au départ par la Pléiade, même quand vous allez simplement à la pharmacie, vous allez dans un endroit qui commence par un PH. Et ça, il faut bien se rendre compte que même dans le cadre de la philosophie, des principes qui sont fondateurs de ce qu'on appelle la démocratie, c'est des choses qui sont des fondements. Et ces fondements-là, on est bien conscient qu'ils sont communs. Et à partir du moment où on a des fondements communs, on peut avoir des différences ensuite sur où on va et comment on se dispatche, mais l'idée est commune. Et donc, ce n'est pas du tout surprenant que même dans le cadre de l'Union européenne, le fait qu'on ait les deux pays et qu'en fait, on ait cet ensemble de pays qui sont philhellènes, mais je voulais insister sur la France parce qu'on est quand même à Toulouse, hein, même si on est en décalage, pour dire que c'est fondamental de voir qu'on a bien un aspect diachronique et donc 200 ans après, le philhellénisme est encore plus vivant que ce qu'il n'était il y a 200 ans et l'hellénisme est encore vivant parce qu'il y a cette interaction qui est vivante et stratégique.
Voilà pour ma part, Panayotis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daskale.